On pourrait parler des heures sur la maladie cœliaque et le gluten, qui sont des sujets qui m'intéressent particulièrement. Si vous me demandez ce que nous faisons dans notre clinique, je vous répondrai on colmate, autrement dit, on augmente ou diminue la perméabilité intestinale. Vous avez raison, quand j'évoque ce problème avec mes confrères français, ils me prennent pour un illuminé. Si on fait des recherches sur l'hyperperméabilité intestinale, on va trouver des milliers d'articles. Il existe plusieurs appellations en termes plus ou moins scientifiques pour cette pathologie. À la clinique, on recherche d'abord si le patient n'a pas le SIBO. Le SIBO est la cause principale de l'augmentation de la perméabilité intestinale. Si vous n'avez pas entendu parler du SIBO, peut-être connaissez-vous ALIB, Irritable Bowel Syndrome? Le SIBO n'est pas l'IB mais il est une des causes de l'IB. On va rechercher si le patient n'a pas le SIBO. Par exemple, si vous avez un ulcère causé par Helicobacter pylori, un type de bactérie qui colonise la muqueuse gastrique et qui provoque avec le temps des ulcères gastro-duodénaux dans l'estomac, ou dans la partie supérieure de l'intestin grêle. Des germes pénètrent dans votre corps et vivent dans votre système digestif. Vous n'avez pas de maladie Helicobacter pylori, mais un ulcère causé par Helicobacter pylori. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le cas du SIBO, la prolifération bactérienne intestinale se déplace dans le système digestif, du côlon vers l'intestin grêle, provoquant diarrhée et constipation. En étudiant le SIBO, on comprend pourquoi certains patients ont des diarrhées, pourquoi d'autres sont sujets à la constipation, et pourquoi certains souffrent des deux symptômes alternativement. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, il y a une trentaine d'années, on pensait que ces patients souffraient de stress ou de problèmes psychologiques avant de rechercher une cause médicale. Donc, le SIBO et IBS tendent à présenter des symptômes similaires mais le SIBO est une cause de l'IBS. Devant ces symptômes du SIBO et de l'IBS, la médecine fonctionnelle va chercher le pourquoi. C'est en trouvant les causes de ces symptômes qu'on pourra les traiter. Il y a de nombreux symptômes en dehors des problèmes intestinaux. Une hyperperméabilité intestinale peut provoquer une fibromyalgie, une fatigue chronique importante, des problèmes de peau, un manque de minéraux et de vitamines mais dans tous les cas, la cause est à chercher au niveau des intestins parce que le système digestif ne travaille pas assez. C'est comme cela que j'aime expliquer la situation. Imaginez que votre corps soit une plante. La beauté de la plante dépendra de votre alimentation. Prenons le cas d'une nourriture fermentée, comme la choucroute. Les substances nutritives vont passer directement dans le sang à partir de l'intestin grêle. Imaginons que l'intestin grêle soit la racine de la plante. Dans le cas d'hyperperméabilité intestinale, la plante ne pourra pas tirer profit des substances nutritives, comme dans la maladie cœliaque. Prenons une belle plante, mettons-la dans un bon compost. Si le système des racines est endommagé, chez nous, on vous aidera à le reconstituer, on essaiera de réparer votre système de racines. Revenons dans les années 90, quand j'ai écrit mon premier livre sur l'IBS, on proposait à une partie des patients un régime fondé sur la suppression de certains aliments et une des choses qu'on a supprimées en premier c'est le gluten. En fait, tout ce qui diminue la mobilité intestinale empêche les bactéries de remonter dans le système digestif, comme dans le cas du SCD. Imaginons vous avez un patient SCD, il y a une très grande possibilité qu'il ait un problème digestif. Peut-être a-t-il un problème de sensibilité au gluten, ou bien le SIBO, ou encore la maladie cœliaque.
qui est la forme la plus grave de l'intolérance au gluten. Tout est lié. Il se peut également qu'il ne supporte pas une nourriture fermentée, mais quand un patient SIBO mange de la choucroute, il ne se sent pas bien. Une alimentation fermentée ne lui convient pas. Les bactéries qui ne devraient pas être là absorbent les substances nutritives, fermentent et provoquent des ballonnements. Pour établir le diagnostic, nous demandons à nos patients s'ils tolèrent la choucroute et d'une manière générale la nourriture fermentée, s'ils constatent une amélioration, même temporaire, lors de prise d'antibiotiques. Comment fait-on un diagnostic de SIBO? Le mieux est de faire pratiquer un examen respiratoire. C'est intéressant, quand on parle d'IB, car beaucoup de patients IB sont également des patients SIBO. Si vous avez des bactéries qui produisent de l'hydrogène, vous aurez une tendance à la diarrhée, mais c'est plus compliqué que cela. Si vous avez des bactéries qui produisent du méthane, qui sont donc méthanogènes, il y a également un nouvel examen qui permet de diagnostiquer le SIBO de manière précise par une nouvelle méthohydrosulfate. Le SIBO est aussi appelé syphosmol intestinal fungal overgrowth. À la fin de la journée, il faut traiter la cause sous-jacente et éliminer les médicaments antiacides pour rétablir les bonnes bactéries. On commencera par modifier le régime alimentaire en éliminant les aliments fermentés cibles. Nous proposons un régime biphasé qui donne de bons résultats. Pour moi, certains antibiotiques peuvent être à l'origine d'un SIBO, comme les fluoroquinolones qui ont des effets secondaires sur le foie. Il faut absolument éviter ces antibiotiques pour nos patients. C'est comme si on mettait de l'huile sur le feu. On a constaté de nombreux effets secondaires négatifs liés à la toxicité des fluoroquinolones. Les patients SED ne doivent jamais prendre de fluoroquinolones qui peuvent aggraver leurs symptômes. Mon frère et ma sœur Suzanne sont des patients du SED, n'avaient pas de symptômes assez précis pour que le diagnostic soit fait rapidement, mais mon frère a pris des fluoroquinolones. On voit d'ailleurs beaucoup de patients SIBO qui en ont pris, nous les appelons les ballonnets. Au cours des repas, ils se mettent soudainement à gonfler. Tous mes patients dans ce cas avaient pris des fluoroquinolones. Les fluoroquinolones peuvent endommager les tissus conjonctifs et le système nerveux. On constate que la majorité de nos patients a pris des fluoroquinolones. Je pense que les fluoroquinolones sont néfastes pour les tissus conjonctifs et le système nerveux. Je pense que le SIBO est une conséquence de la prise de fluoroquinolones. On voit de nombreux cas de SIBO chez les soldats américains qui rentrent de la guerre d'Irak. Ils ont pris des fluoroquinolones comme traitement prophylactique contre l'anthrax. Ma théorie, c'est que ce n'est pas l'infection elle-même mais les traitements de l'infection qui causent le SIBO. En conséquence, il ne faut jamais donner des fluoroquinolones à un patient SIBO, sauf peut-être en dernière extrémité. On constate chez eux une fréquente intolérance à la nourriture, pas seulement chez les patients SIBO, mais la plupart des patients n'ont aucun plaisir à manger, donc ne s'alimentent pas assez et perdent du poids. Le docteur Marc Pimentel, expert mondial du SIBO, affirme que la première cause de SIBO est l'intoxication alimentaire.